Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change. Chaque jour, vous nous retrouvez pour rester à l'écoute des marchés. Vous nous suivez à la télévision 20h30 via vos box et vous nous retrouvez en replay chaque jour sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le rapport mensuel sur l'emploi américain qui vient conclure cette semaine de marché. Un rapport qui justifie totalement l'attitude de la Réserve fédérale américaine, à savoir l'idée d'une pause qui pourrait se prolonger pendant plusieurs mois au moins. Le chiffre de création d'emplois est un petit peu inférieur aux attentes, mais on a vu des révisions importantes sur les chiffres des mois précédents, décembre et novembre, et puis un taux de chômage qui reste collé au plus bas, qui retombe même à 4% pour le mois de janvier. Le marché en prend acte sans mouvement particulier, petite remontée des taux longs américains, mais ça reste assez peu significatif à ce stade, et le marché continue d'anticiper que la Fed pourrait rester en pause peut-être jusqu'au mois de juin. C'est en tout cas à cet horizon que les investisseurs anticipent une possible nouvelle baisse de taux de 25 points de base de la Réserve fédérale américaine. Tout ça sera encore à confirmer. Le mois de juin paraît loin encore dans le calendrier, au regard notamment de la séquence Trump. Nous y reviendrons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. L'autre gros morceau de la semaine, ce sont les résultats d'entreprise, avec une séance un peu plus calme, on va le dire. Les gros poids lourds américains ont publié ces derniers jours. Amazon hier soir, qui est arbitré de manière plutôt négative par les investisseurs. Et puis à Paris, on notera le grand écart entre une Vinci qui réussit l'étape de sa publication trimestrielle et qui est en train de combler le gap de la dissolution. Vinci avait été une des valeurs, parmi les valeurs très affectées par l'annonce de la dissolution en juin dernier, est en train de rattraper cette marche-là. Quant à L'Oréal, la copie est un peu plus compliquée, avec un titre L'Oréal qui signe parmi les plus fortes baisses du jour au sein du CAC 40, avec le titre Pernod Ricard également. L'environnement est compliqué pour le marché de la cosmétique et le marché des spiritueux. On le voit encore à travers cette séance. Pauline Gratel vous apportera un peu plus de détails dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme une fois par mois, nous décryptons un cas d'investissement à travers le prisme de l'analyse fondamentale avec les équipes de Clartan Associés. Nous reviendrons sur le dossier Publicis, qui a publié récemment des résultats exceptionnels qui font de Publicis désormais le numéro 1 mondial de la publicité dans toutes les dimensions du marché publicitaire. Comment Publicis a construit cette position, nous y reviendrons avec Guillaume Brisset, associé gérant chez Clartan, qui sera avec nous donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Le marché du travail américain, une fois par mois, c'est le chiffre le plus important pour la planète marché, et nous avons eu donc le rapport mensuel pour le mois de janvier. Oui, l'économie américaine a créé 143 000 emplois en janvier, moins que les 170 000 anticipés. Le chiffre de décembre a été révisé à la hausse de plus de 50 000 créations. Le chômage baisse légèrement à 4% de la population active. Du côté des salaires, ils augmentent de 0,5% sur un mois et de 4,1% sur un an. Le marché maintient ses anticipations d'une baisse des taux de la Fed en juin, mais pas avant. Quels ont été les mouvements qu'on a pu observer sur le marché obligataire après cette publication ? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans remonte légèrement pour s'établir autour de 4,5%. Côté européen, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,4%. En France, le 10 ans est stable à 3,10%. Enfin, sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de grandes devises et l'euro-dollar se traite sous 1,04. Que dire des indices actions en cette fin de semaine ? Commençons par les États-Unis où les indices ouvrent en ordre dispersé. En Europe, l'heure est à la consolidation après une séance hier ponctuée de nombreux records. D'ailleurs, le Stoxx 600 qui enchaîne les plus hauts gagne 1% sur la semaine. Le CAC 40 qui a clôturé hier à 8000 points se maintient autour de ces niveaux, tiraillés entre Vinci et L'Oréal qui font le grand écart après leur publication. Oui, grand écart dont Vinci est le gagnant précisément, Pauline. Oui, Vinci brille après sa publication. Le titre évolue en tête du CAC 40 en hausse de 3% après
après avoir dépassé les attentes des analystes en termes de chiffre d'affaires. Sur l'ensemble de l'année 2024, il progresse de 4% à 72 milliards d'euros. Le groupe fait part d'un cash flow libre record à presque 7 milliards d'euros. Pour 2025, Vinci s'attend à une nouvelle hausse de ses résultats. Et L'Oréal, donc, qui se bataille pour la position de lanterne rouge du CAC avec Pernod Ricard aujourd'hui. Oui, voilà. Donc après sa publication, le titre cède plus de 4%. Les ventes de L'Oréal sont pénalisées par la faible demande chinoise. En Asie du Nord, le groupe fait état d'un repli de 3,6% de ses ventes. Mais au global, L'Oréal fait tout de même état d'une marge d'exploitation record à 20%. Le chiffre d'affaires global est en hausse de 5% en données comparables. L'Oréal annonce par ailleurs une prise de participation minoritaire dans la maison de mode Jacquemus. Dans le sillage de cette publication, Kering recule également de plus de 2%. Bon, et puis les investisseurs semblent un peu déçus de la publication d'Amazon hier soir après la clôture du marché américain. Oui, ce qui déçoit le marché, ce sont les prévisions d'Amazon en termes de revenus pour le trimestre en cours qui sont largement inférieures aux attentes. La branche cloud enregistre une croissance de 19% de ses ventes au quatrième trimestre, légèrement inférieure aux attentes également. Au global, pour le dernier trimestre, le groupe fait état d'un chiffre d'affaires de 188 milliards de dollars. Le bénéfice net de 20 milliards de dollars fait x2 par rapport à il y a un an. Les ventes du groupe ayant été portées par la période des fêtes de fin d'année. Un coup d'œil sur la semaine prochaine. Quels seront les rendez-vous importants pour les marchés et les investisseurs, Pauline ? La semaine prochaine sera rythmée par le taux de chômage français du quatrième trimestre. L'inflation américaine de janvier est également attendue, ainsi que le PIB britannique et de la zone euro pour le quatrième trimestre. Du côté des résultats, il y aura des banques avec Unicredit et Commerzbank notamment. Dans le secteur du luxe, on attend Kering et Hermès. Toujours au sein du CAC 40, EssilorLuxottica et Safran rendront aussi leur compte. Et dans la conso, on attend Coca et McDo aux États-Unis. Tendance, mon ami, chaque soir, Pauline Gratel, en ouverture de Smart Bourse, vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Déo est avec nous, gérant senior chez Eleva Capital et membre également de l'association L'Écho à venir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. À vos côtés, Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Et Cyriac Dayan nous accompagne également, gérant diversifié chez Sanso Longchamp IS. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Merci d'être là, messieurs. Je voulais qu'on commence peut-être par un petit état des lieux des Trump Trades, Cyriac. Alors, les Trump Trades qui ont animé le marché, notamment à partir de septembre dernier, quand les investisseurs ont commencé à voir arriver la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Les Trump Trades, c'est trois choses essentiellement. L'idée qu'il faut être long dollar, que le dollar va monter. L'idée qu'il faut être short bonds, short obligataire, c'est-à-dire que les taux longs américains notamment pouvaient encore remonter. Je rappelle qu'en septembre, au moment où la Fed baisse ses taux, on est à 3,60 sur le 10 ans américain. Donc on a vu tout le mouvement de repentification qu'il y a pu y avoir derrière. Et puis l'autre élément, c'était de jouer le marché action américain, le S&P, par rapport notamment au reste du monde, en imaginant une poursuite de la surperformance du marché américain. Tout ça a très bien fonctionné évidemment de septembre jusqu'à il y a quelques semaines maintenant. Ça fait 3 à 4 semaines qu'on a l'impression que ces Trump Trades à minima s'épuisent, voire sont peut-être en train de se retourner gentiment, Cyriac. Oui, tout à fait. En termes de dynamique, il y a une accalmie sur ces trades, mais d'une certaine manière, c'est logique. L'élastique s'était quand même tendu fortement depuis fin septembre, avec un mouvement, si on prend les taux, par exemple, américains, qui étaient aux alentours de 3,70, 3,80, qui sont montés à 4,80. Donc ça fait quand même 100 pp, 1% de hausse en quelques semaines. Donc c'est quand même des mouvements qui sont violents. L'euro-dollar, on était passé de 1,12 à 1,02, 10 figures. C'est des choses, c'est pas des lignes droites. La question, c'est plus de savoir si c'est plus une respiration ou vraiment une remise en cause de ces tendances. Et dans ce cas-là, j'ai plutôt envie de dire que ça dépend des classes d'actifs. Parce qu'il y a une forme d'incohérence d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on remet en cause l'aspect dollar, si on se dit que le dollar devrait arrêter de progresser, ça veut aussi dire que les taux, d'une certaine manière, devraient être plutôt orientés à la baisse. Donc c'est pas l'histoire, il faut la voir par classe d'actifs. De mon point de vue, sur le dollar, il n'y a pas de remise en cause pour l'instant. Le dollar est fort. Le dollar va profiter d'une politique monétaire de la Fed où on voit qu'on est sur une discussion de baisse de taux, mais qui est quand même très limitée, contrairement à ce qu'on peut voir si on prend la référence de la BCE en zone euro. Donc, de mon point de vue, c'est plus une respiration sur le dollar.
Sur les taux, sur le dollar, on aura quand même un sujet à un moment donné, puisqu'il y a une sorte de rumeur qui nous parle d'un possible accord général pour faire baisser le dollar. J'y crois pas pour l'instant. C'est quoi, l'accord du Plaza 2, c'est ça? C'est un peu on le voit écrit beaucoup. Voilà, on voit beaucoup écrit. Je vois pas les autres banques centrales aujourd'hui s'aligner sur cette position-là. Mais je pense qu'à un moment donné, si le seuil de douleur américain en dessous de parité peut se poser, on pourrait avoir cette question-là. Mais pour l'instant, le dollar, de mon point de vue, continue à être orienté à la hausse pour cette question de taux. De ce différentiel de taux. Sur l'aspect taux américain 10 ans. Là, je trouve qu'il y a déjà un pricing qui est déjà très clair. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé d'un mouvement où, avant l'arrivée de Trump en septembre, on nous annonçait 4, 5, 6 baisses de taux. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 1 ou 2 baisses de taux. Donc, sur les taux américains, que ce soit les taux courts ou les taux longs, de mon point de vue, le trade, il est passé. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de stabilisation. C'est fairly priced, quoi, pour exactement. vous, sur ce marché obligataire. C'est exactement. C'est cohérent par rapport à ce que je considère être la macroéconomie aux États-Unis, l'ambiance un peu générale, à la fois sur l'inflation, l'activité. Restent les actions, et c'est vrai que tout le monde est un peu surpris objectivement sur ce début d'année où les actions européennes, on a tellement peu l'habitude d'avoir cette surperformance des actions européennes sur quelques semaines. Là, je trouve que c'est un peu une histoire d'élastique un peu tendu. Le jour où Donald Trump va mettre un peu son œil ou son sujet de discussion sur des taxes douanières sur l'Europe, j'ai du mal à croire que les actions européennes vont surperformer. Et il y a un autre facteur qui est quand même très important, c'est les résultats. C'est que globalement, sur le Q4, de nouveau, les résultats la croissance des bénéfices aux États-Unis, elle est plutôt entre 10 et 12 aujourd'hui. Et en Europe, elle est plutôt entre 0 et 3. Et le trimestre prochain, ça ne s'améliorera pas. Après, il y a des questions de valorisation, mais sur le fond, j'ai du mal à croire que le reste du monde, je ne sais pas propre à la zone euro, mais le reste du monde surperformera les actions américaines sur 2025 avec un président si pro-friendly, si pro-business aux États-Unis. D'accord. Mais ça veut dire que le soulagement qu'on voit sur les marchés d'actions du reste du monde, aujourd'hui, au regard des infos qu'on a, c'est un soulagement qui peut être limité à un certain point. Quand même. Pour moi, c'est plus un soulagement tactique qu'une remise en cause globale des tendances aux États-Unis. Bon, Stéphane Déo, sur ces Trump Trades, et alors la situation actuelle, comment vous analysez la séquence, et puis l'avenir des Trump Trades? Sur le dollar, j'ai une vue un petit peu différente. Il ne faut pas oublier que le secrétaire d'État au Trésor, donc l'équivalent de notre ministre des Finances, c'est un monsieur qui s'appelle Scott Bessent, qui était gérant avant de hedge fund, et qui, dans sa dernière lettre adressée aux investisseurs, donc c'était quelques mois avant l'élection, on n'était pas sûr qu'il devienne secrétaire d'État, il disait « mais vous comprenez rien à Trump ». Il ne fera pas de tarifs parce que c'est contre-productif, le dollar va s'apprécier, on perd en compétitivité. Ce qu'il faut faire, c'est déprécier le dollar. Donc ça, il l'a écrit noir sur blanc. Et on sait qu'après l'élection, il y avait le choix entre essentiellement deux personnes, donc Scott Bessent qui a gagné le prix, et l'advisor qui est un ayatollah des tarifs et qui ne pense qu'à une chose, c'est mettre des tarifs le plus haut possible sur tout ce qui bouge. Bon. Il est son conseiller au commerce quand même, Robert Lighthizer, je crois. Oui, il est toujours, dans les parages. Mais il n'est pas au gouvernement. Voilà, l'Oscar, c'est pas lui qui l'a eu. Donc moi je pense, alors ça évite pas du tout tous les bruits, on a vu avec le Canada, le Mexique, etc., mais effectivement je pense qu'on a joué à se faire très très peur sur les tarifs. Je ne suis pas sûr que ce qui sorte de l'administration Trump 2 soit des tarifs aussi élevés que ça. Par contre, je pense que la tentation à un moment donné de déprécier le dollar, alors la question c'est comment vous faites, ça c'est plus compliqué, mais la tentation de déprécier le dollar peut arriver. Alors, Bessent, il rentre là dans le jeu. Là. Il a fait hier toute une série d'interviews, c'est la première fois qu'on l'a vu alors, sur Fox Business, sur Bloomberg, pour donner un peu de cohérence à la stratégie économique du président américain. Il reste l'avocat politique, en tout cas, d'un strong dollar policy. C'est vraiment la politique du dollar fort est intacte, elle ne bougera pas, et ce sont les devises des autres qui sont trop faibles. Oui, tout à fait. Mais si vous regardez ce qui s'est passé avec le Canada et le Mexique, on annonce, alors typique Trump, on annonce un gros truc bien méchant. Et puis, en 24 heures, 48 heures, on trouve un accord. Et donc, en fait, il y a les tarifs, la montagne accouche d'une souris. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. On n'est pas du tout sur du advisor. Alors, on n'est peut-être pas sur du Bessent
Ouais. Mais on est plus proche du Bcent que du Live Riser une fois de plus. Donc moi je pense qu'il faut faire attention parce que le dollar est extrêmement cher comparé à sa valeur fondamentale. Alors je pense, en jargon d'économiste, on appelle ça la parité des pouvoirs d'achat. Oui. Ça marche très bien, mais ça marcherait très bien à 10 ans. Donc pour traiter à quelques semaines, c'est pas partir. Il n'en demeure pas moins que c'est une force de rappel et le dollar est vraiment sur des niveaux très élevés à l'heure actuelle. Ouais. Quand on le regarde, notamment par rapport aux partenaires commerciaux, pondérés, etc., oui, le dollar est très cher. Tout à fait. Donc voilà, et puis après, oui, l'autre Trump trade, c'est effectivement la Fed. On a eu, on en parlait tout à l'heure, les chiffres d'emploi, ça marche très très bien. Alors c'est très circulaire, c'est vous créez des emplois, le marché reste tendu, donc il y a des salaires, du coup la consommation qui tient très très bien, du coup vous avez la croissance, du coup vous créez des emplois. Donc il y a une partie qui est très très circulaire sur l'argument, mais tant que ça marche, ça continue à marcher. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec le niveau des taux à l'heure actuelle, l'économie américaine va très très bien. En plus, on a une inflation qui a très nettement baissé, mais qui a du mal à casser les 3%, alors que la Fed va aller à 2%. Donc il n'y a pas panique en la demeure, mais il n'y a pas de signaux forts pour baisser les taux dans un avenir proche. Donc effectivement, il va y avoir un décalage entre la Fed et la BCE qui va être assez fort dans les mois qui viennent. Comment vous regardez la situation? Alors, partant des Trump trades, Arnaud, mais c'est vrai que le corollaire de cet épuisement des Trump trades sur les marchés actions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi ce rattrapage ou cette surperformance, sur quelques semaines en tout cas, qu'on observe du reste du monde et de l'Europe notamment par rapport au marché actions américain. Déjà, le premier point, on est satisfait de la performance des marchés européens en ce début d'année. On l'a dit, c'est un re-rating aujourd'hui sur le marché. Une décote de valorisation quand même importante qui était au plus haut historique des 10 dernières années. On avait une décote de 35% en fin d'année du marché européen versus S&P. On n'a pas été touché, on va dire, par la foudre, on va dire, des tarifs douaniers de Trump jusque-là. Peut-être que pour l'instant, il n'a pas les bonnes personnes à qui parler avec l'instabilité, on va dire, politique en Allemagne et peut-être et aussi en France. Donc, ce sera peut-être dans un second temps. Donc, on va voir comment ça se passe. Le point positif en Europe, c'est ce qui a été souligné, on va dire qu'on avait des publications moins pires que ce qui a été attendu. Oui. Voilà, sur le T4. Toujours un jeu relatif. Et le point intéressant, c'est les révisions. Toujours un exercice qui est très intéressant, c'est les révisions sur le T4. Donc sur le dernier trimestre, pour l'année 2024, on a atterri à 1,5 de croissance de BPA. On a révisé, on est passé du 1er octobre à fin décembre de 8 à 1,5. Donc le travail a été fait, c'est reporté sur 2025. Maintenant, pour que ça tienne en zone économique européenne, il y a plusieurs schémas. Le premier schéma, c'est d'avoir une stabilité politique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cessez-le-feu, en tout cas c'est la rumeur du marché des 2 derniers jours, les commentaires sur X de M. Trump. Donc ça peut apporter, on va dire, une vague supplémentaire de stabilité des marchés européens, la valorisation comme je l'ai dit. Ensuite, on a la Banque centrale. On parlait du dollar, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les anticipations elles sont assez claires. C'est 2% d'ici la fin de l'année. On aimerait même que la BCE accélère un peu plus et passe en dessous du taux d'inflation. Ça, ce serait le schéma idéal. Le risque est que ce soit plus bas que 2%. Clairement. Et ça, ce sera une force de soutien quand même intéressante. Et la fin, possiblement, et ça c'est peut-être un espoir, mais voilà, il n'est pas pieux, d'une relance, de fin d'orthodoxie, on va dire, des pays comme l'Allemagne et le Pays-Bas qui ont les capacités de faire de la relance et du déficit à ce stade-là. Donc ça, c'est les points quand même important, et une macro européenne, pour le coup, j'espère, ne peut pas décevoir plus que ça. Sur les indices de surprise économique, on le voit sur les 4 dernières semaines, la surprise est là quand même, c'est en Europe, sur le manufacturier, sur les services, même si le manufacturier est toujours en décroissance. On publie peu à peu, on va dire, des statistiques économiques mieux qu'attendues. Aux États-Unis, à contrario, on déçoit un peu plus. Aussi, c'est ça, et c'est toujours cette corrélation qui est toujours très importante entre les indices de surprise économique et on va dire le deuxième trend de surperformance d'un indice boursier. Donc pour des BPA qu'il faut qu'ils soient au rendez-vous cette année, et voilà un petit peu la recette qu'on aimerait avoir. Sur les pubs, quand on reprend, je fais une petite poursuite sur ça, l'élément important, c'est quand même sur un quart des boîtes qui ont publié en Europe, 75% publient au-dessus sur la top line. Ça, c'est comme un point important. Alors vous allez me dire, la question, est-ce que c'est peut-être les Américains qui sont venus chercher des volumes en amont pour se protéger des taxes douanières? Voilà, c'est un vaste sujet, j'ai pas la réponse, on n'a pas la réponse autour de la table. Quels sont les niveaux de phénomènes d'anticipation qu'on a pu avoir ou qu'on a encore aujourd'hui par rapport à la perspective de menace Ça, c'est une question dans l'équation. Sur les IPS, c'est pas trop mal aussi, on est au-dessus de la moyenne des 10 dernières années en termes de publication. Donc voilà, le tableau de bord, on va dire, le schéma pour commencer l'année est assez positif. Maintenant,
maintenant, comme on l'a dit, on n'est pas à l'abri d'avoir M. Trump. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, à qui parler? Je pense qu'aujourd'hui, il l'a communiqué, c'est de se dire qu'il ne considère pas la zone économique européenne comme une zone souveraine, et il veut faire interlocuteur par interlocuteur. Donc aujourd'hui, parler à l'État allemand, c'est assez difficile. On a entendu les déclarations de Mme Merkel sur les derniers jours. Enfin voilà, c'est un schéma assez difficile. Donc un plébiscite pour la zone euro. Maintenant, il y a une thématique qui est un peu cassée sur la partie américaine, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Et ça peut, on va dire, amener une consolidation sur les marchés. Est-ce que ça va casser la tendance haussière qu'on a sur les marchés depuis 24 mois aux États-Unis? J'en doute à ce stade actuel, mais ça peut attaquer un peu les semi-conducteurs, les data centers. En zone euro, on a les banques qui représentent quand même 17-18% de l'indice, si je ne me trompe pas, Eurostock 500, Stock 600. Et on voit quand même le travail qui est fait sur le retour de capital et la replantification des courbes de taux qui travaillent énormément pour l'ensemble du secteur bancaire et qui tire les indices à la hausse. Ce qui surperforme, vous avez 3 indices depuis le début de l'année, enfin du secteur, c'est la conso discrétionnaire, les banques et les materials. Tout est dit. Voilà. Non, mais l'Europe a des cartes à jouer, hein, ça, il n'y a pas de doute. Après, effectivement, la main américaine reste quand même une main forte sur force et faiblesse du marché action américain, à travers notamment le thème de l'IA. Comment vous regardez les choses? Alors, on a 6 des 7 magnifiques qu'on publié. C'est quand même encore hors Nvidia, hein, mais c'est quand même encore une croissance bénéficiaire. J'ai vu 15%, je crois, sur le 4e trimestre en moyenne pour ces 6 grandes valeurs. Néanmoins, quand on regarde l'indice S&P 500 depuis le 1er janvier, s'il y a un secteur qui fait défaut, c'est bien celui de la tech. Aujourd'hui, Cyriac. Alors après, 2 ans exceptionnels, hein, non mais partant de cette perspective-là, bien sûr, mais est-ce qu'il y a une fragilité ou un doute qui s'est installé et qui pourrait peut-être amoindrir un peu la dynamique, la performance boursière de ce thème-là sur le marché américain? Ça serait en fait relativement sain que les actions américaines ne soient pas drivées par les 7 magnifiques comme on a pu connaître en 24, voire en 23. Il y a eu un sujet très précis avec cette intelligence artificielle qui venait de Chine, qui posait question. Ça semble être quand même aujourd'hui un peu dégonflé entre ce qu'on nous a annoncé au tout début et ce que la réalité. Il y a quand même beaucoup d'interrogations. Maintenant, quand vous regardez Nvidia, il y a 2 manières de voir les choses. C'est-à-dire que Nvidia, en termes de valorisation, objectivement, c'est le PE quand vous l'achetez aujourd'hui, c'est moins cher qu'il y a 1 an ou il y a 1 an et demi. Donc c'est une boîte. Je pense qu'on se rend pas bien compte de l'évolution de la croissance de bénéfices d'une société comme Nvidia. Mais la projection, elle pose question parce que on peut pas multiplier par 5 ou 10 ses bénéfices en permanence pendant plusieurs années. Donc il y a une interrogation. Je pense pas que le sujet de l'IA disparaisse du jour au lendemain. Je pense que ça va rester un moteur. Mais c'est certainement un moteur qui ne sera plus aussi puissant qu'en 2023 ou 2024. Et on parlait des Trump trades tout à l'heure. Il y a un secteur, c'est un style auquel on aurait pu espérer, sur lequel on a un peu parié. Les small cap américaines, qui devaient être les grands gagnants des Trump trades. Pour le coup, elles ont eu c'était un bon indicateur avancé, puisqu'elles ont monté jusqu'à l'élection en relatif, jusqu'à l'élection de Donald Trump. Et dès qu'il a été élu, en relatif, elles ont fait moins bien que l'indice S&P classique. Donc, sur les small cap, logiquement, dans cet environnement-là, on aurait tendance à penser que ça peut être une bonne idée, comme il y a des secteurs qui ont été mis un peu de côté depuis quelques années ou quelques mois, il peut y avoir un trade, mais in fine, quand on voit le poids de la tech aux États-Unis, c'est difficile de dire on est positif sur américaine. Sur le marché et pas positif sur la tech, quoi. Au moins neutre, j'ai envie de dire. Négatif quand vous avez un secteur qui pèse 25-27% de votre et qui surtout a une contribution en termes de perf aussi significative. C'est quand même difficile d'avoir une vision, en tout cas à mon sens, négative, ou alors il faut être négatif sur les actions américaines. Oui, j'entends. Je reviens à vos commentaires, Stéphane, mais c'est vrai que sur l'idée que le Russell a peut-être pas performé autant que ce qu'on aurait pu imaginer sous les premiers jours de Trump, là on a eu, alors côté ménage américain cette fois, mais l'enquête de confiance menée par l'Université du Michigan chaque mois, donc sur le mois de février, enquête qui inclut donc l'installation de Trump à la Maison-Blanche et les 3-4 premières semaines d'exercice du pouvoir. Quand on demande aux ménages américains comment est-ce que vous jugez les nouvelles économiques provenant du gouvernement que vous avez pu entendre, il y a une très nette remontée de ceux qui pensent que ce sont des nouvelles économiques qui ne sont pas favorables. Les anticipations du ménage américain pour l'inflation à 1 an ont passé de 3,3 à 4,3 sur une enquête.
d'un mois sur l'autre. Et l'indice de confiance lui-même a quand même un peu baissé par rapport au niveau du mois précédent. Est-ce qu'il y a un contre-effet Trump ou est-ce que c'est le revers aussi de la médaille des Trumponomics tels qu'ils ont été vendus, proclamés par Trump pendant la campagne? Moi, je suis pas tout à fait convaincu par cet argument parce que vous avez une enquête sur les PME aux États-Unis qui s'appelle le NFIB. Ouais. On est passé d'un niveau d'inquiétude extrême en octobre, parce qu'ils avaient peur que Kamala Harris soit élue, qui évidemment, de leur point de vue, était un désastre. Ouais. Et là, on est passé sur Trump. On n'a jamais vu ça en 50 ans de données, le truc a explosé complètement. Et en fait, si vous regardez l'investissement aux États-Unis l'année dernière, il était bon, mais hors IA, en fait, il était assez poussif. Ouais. Parce que c'est typique d'une année électorale, vous ne savez pas ce que vous allez avoir en fin d'année, du coup vous attendez, etc. Donc il y a un effet rattrapage, je pense, qu'on commence à voir. On a eu les commandes de biens durables qui rebondissaient. Donc moi je pense que les PME vont être très très dynamiques. Je rappelle qu'elles créent 70 à 80% de l'emploi en général. Et sur les ménages, il y a des créations d'emplois, il y a des salaires. C'est ce que vous disiez. Et puis il y a un point qui est impressionnant, c'est la progression de la richesse. On a les données de richesse des ménages. Sur les 4 derniers trimestres, c'est 17 000 milliards. C'est monstrueux. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est le stock, ça? Non, c'est de la création. C'est ce qu'ils ont gagné en un an. D'accord. C'est ce qu'ils ont gagné en un an. C'est absolument pharaonique. C'est l'augmentation de la valeur du patrimoine des ménages. Voilà, ils ont gagné énormément d'argent sur les actions, parce qu'ils sont tous actionnaires, et les prix immobiliers ont continué à progresser. Et quand vous avez un mortgage que vous avez pris il y a 2-3 ans à 0%, enfin pas 0%, mais à 2-3%, bien sûr. Vous êtes le roi du pétrole. Bien sûr. Et donc, je pense que la conso va rester très solide. Ouais. Alors après, effectivement, il ne faut pas faire trop de Trump, trop agressif, c'est ce qu'on disait. Si on commence à mettre des tarifs partout, si l'inflation repart à la hausse, et un des scénarios, moi, qui me fait très peur, et vous en parliez tout à l'heure, c'est pour l'instant, la Fed nous dit, je vais baisser les taux. Pas tout de suite, attendez, ce sera plus tard. Mais le prochain mouvement sera une baisse. Mais la question, c'est pas est-ce qu'on va baisser, c'est quand. Le jour où la Fed dit peut-être qu'il va falloir monter les taux, alors on en est loin, mais là c'est plus du tout la même histoire sur ce que vous attendez sur les taux longs, et là les taux longs peuvent partir, et là ça peut faire très vite très très mal. Ouais. Donc je pense qu'il faut, pour l'instant, moi je pense que le consensus est encore trop bas sur les États-Unis. Alors, les attentes de croissance, c'était autour de 1,5 l'été dernier. Là, on est au-dessus de 2. Oui. Je pense qu'on finira à 2,5. On va glissouiller vers le haut. Donc, en fait, une année de croissance qui va ressembler à celle de l'an passé, quoi. C'est ça. On termine à 2,5 ou 2,7, je sais plus. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on continue sur un rythme de croisière qui est élevé. Mais effectivement, il faut faire attention. C'est une bonne vieille histoire de surchauffe économique. Ouais. Vous mettez trop d'huile sur le feu, et puis vous avez trop de croissance, l'inflation repart, et on n'a pas vu ça depuis 25 ans. On a eu les dot-com, on a eu les subprimes, mais vous avez une vraie surchauffe cyclique, et ça peut... Est-ce que le risque, est-ce que le risque est d'ailleurs de ce point de vue-là aussi, est-ce que le risque est dans le marché américain? Vous parliez du patrimoine des ménages qui s'est apprécié. Nvidia est la valeur la plus détenue aujourd'hui par le particulier américain. Tous les grands desks de trading des grandes banques américaines ont fait les comptes là sur une semaine ou deux depuis le décrochage de Nvidia de 15% ou 17%. Mais visiblement les desks de trading n'ont jamais vu un tel déséquilibre entre les particuliers acheteurs et les particuliers vendeurs. Ça a été très agressif, visiblement. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a un énorme dilemme. En tout cas, moi, j'ai un énorme dilemme en tant qu'investisseur international. C'est que je suis plutôt optimiste, voire très optimiste sur l'économie américaine. Mais c'est abominablement cher. C'est ce que vous avez dit. Dès qu'il y a une correction, ça repart. Il faut bien distinguer les deux, quoi. La partie macro et la logique de marché. Et le marché qui est extrêmement cher. Quand on regarde valeur par valeur, on se dit non, ça quand même c'est trop cher, ça c'est trop cher. Alors, on a du mal à trouver des choses vraiment sexy, honnêtement. Et on le voit sur la saison des résultats. Quand vous avez une entreprise qui déçoit aux États-Unis, c'est un massacre. DeepSeek, lundi dernier, la semaine dernière,
Vous avez des valeurs qui ont fait moins 30% sur la journée. Ouais. Donc vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur aux États-Unis. Il ne faut vraiment pas se tromper. Et l'Europe, c'est l'inverse. On a une croissance qui est poussive. On va finir à 0,5 de croissance à quelques dixièmes de points près. Ce n'est pas inspirant. Mais on a des valorisations qui sont tellement basses qu'il y a de très belles valeurs. Et là, c'est l'inverse. Quand vous avez une bonne nouvelle, vous avez un nouveau qui prend 10% sur une nouvelle, vous avez un Richemont qui prend 10% sur la journée, etc., etc. Et donc, il faut arbitrer. Et en fait, nous, on a été beaucoup surpondéré US l'année dernière. Là, on est légèrement surpondéré Europe à cause de ça. D'accord, très bien. Pour un client privé, Arnaud, effectivement, là, comment on lui conseille d'arbitrer peut-être ses positions? On a parlé de l'Europe, on peut en reparler, mais côté américain, qu'est-ce que vous dites? Oui, il faut encore y être un peu, beaucoup. De quelle manière est-ce qu'il faut être exposé au marché américain là aujourd'hui? Dans nos portefeuilles sur l'exposition américaine, on n'a pas bougé. Foncièrement, on est 50 Europe, 50 US. On n'est peut-être pas trop agressif sur les US auparavant. Ce qu'on a fait, on est passé sur pas mal de positions hedgées. Donc on a couvert, on va dire, pratiquement un tiers de l'exposition américaine, d'accord, à travers des ETF hedgés ou d'autres mécanismes. Ensuite, on a passé sur du S&P Equal Weight. Ça, pour l'instant, ça n'a pas été payant sur le mois de décembre parce que ça fait moins 7 versus le S&P. Début d'année un peu mieux. Mais sur la journée Nvidia, intéressant, le S&P Equal Weighted termine flat. Et le call small et mid cap, il passe pas. Donc voilà, après on va se dire, on va attendre aussi un petit peu. Je rappelle toujours l'analogie sur 2018. Les calls, les Américains reprennent la performance à partir du mois de mars-avril. Il y a peut-être une saisonnalité. On avait peut-être vu aussi le même mouvement, et c'est clair d'ailleurs, sur les niveaux de valorisation et tout ça. Et puis c'était aussi la communication faite par Trump, même si elle est différente. La tonalité était quand même la même dans l'agressivité. Donc voilà. C'est ces éléments-là qui sont à suivre. Donc, on maintient l'allocation US tant qu'aujourd'hui, on n'a pas d'accident sur l'économie américaine, même si aujourd'hui, on l'a vu sur la publication, sur le consommateur, l'inflation, ça l'inquiète. On le voit, le 1 an revient sur les niveaux, les anticipations à 1 an reviennent sur les niveaux de novembre 2022. Et sur 5 ans, on est à un point d'être, c'est la deuxième plus grande hausse depuis 2008. Donc ça, c'est le point. Ouais, d'accord, ok. Et des points à souligner, on regardait une étude, juste pour revenir sur l'inflation. De référence. Et il y avait une étude qui est sortie qui nous intéressait de la fête de Saint-Louis, où en fait, ils mettaient en avant quand même l'impact que vous avez des taxes douanières. Si on maintient ISO aujourd'hui, stricto sensus, 25 Canada, 25 le Mexique, 10% la Chine, en l'état, vous voyez qu'il y a un impact sur le PCE à 0,5, 0,6 de plus, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous avez... Il y a un effet inflationniste quand même. Ça, c'est les points importants quand même à retenir. Donc, ils ont raison de s'en inquiéter. Après, M. Trump change beaucoup. Mais voilà, on a 30 jours pour voir un petit peu comment ça va se passer en termes d'annonce. 25% sur le Canada, je ne sais plus, c'est quoi? C'est 4 millions de barils de jour qu'ils importent du Canada? C'est ça 60%. Nécessaire pour les produits distillés américains. Les raffineries américaines ne sont pas dimensionnées pour traiter le light crude du Texas. Sur le Mexique, toutes les boîtes d'auto américaines ont des usines, sont délocalisées au Mexique. Une pièce auto, elle traverse 12 fois la frontière avant d'être assemblée finalement sur la voiture finale. Mettre 25% dans ces conditions, Fois 12, puisque ça... Oui, non mais bien sûr, c'est pour ça que je ne comprends même pas l'idée que ça puisse être possible, quoi. Mais bon, je me trompe peut-être, on verra dans un mois pour le résultat final. Sur l'Europe, comment on réfléchit à la question tarifaire? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut reprendre le schéma Trump 2018-2019? Alors, toujours très focus sur l'automobile, les spiritueux, enfin, les classiques, ce que j'appelle les classiques de la littérature trumpienne. Est-ce que ça peut être autre chose? Et est-ce qu'on a déjà dans les prix, on parlait des devises tout à l'heure, 10 figures de baisse sur l'euro, est-ce que ça compense au moins en partie l'idée de 10% de taxes, si c'est le tarif auquel il faut se préparer, quoi? Non, je ne pense pas. Après, Donald Trump pose une question, alors on peut le tourner de différentes manières, mais on a un problème d'équilibre des échanges avec les États-Unis. Le déficit, les États-Unis, par la construction même de leur économie, qui est beaucoup de consommation, a un déficit qui est extraordinairement important depuis plusieurs années, enfin depuis plusieurs décennies même. Et ce déficit, il est aussi avec l'Europe ou la zone euro. Donc, je ne vois pas dans quel monde, finalement, Donald Trump, à un moment donné, se tourne pas vers nous pour savoir ce qu'on veut faire. Alors, il veut nous vendre du pétrole
Ça pourrait être plutôt une idée intéressante. On n'a pas trop de choix, on n'a plus le choix que d'acheter du gaz américain aujourd'hui, de toute façon. Du pétrole, du gaz, des solutions un peu énergétiques, d'autant plus que lui est particulièrement motivé pour produire des matières premières, de l'énergie. Ça peut être ce type de solution. Il peut y avoir une réponse sur le change. Moi, j'ai du mal à croire que on peut avoir des réflexions, mais très concrètement, un accord comme ça me paraît en tout cas à court terme compliqué à mettre en place. Donc je pense que on a quand même la chance de voir l'exemple du Canada et du Mexique. Je ne suis pas certain que Donald Trump croit vraiment ce qu'il nous dit. Je pense qu'il est dans une posture de négociation, c'est plutôt d'ailleurs ce que pense le marché globalement. Il va nous annoncer quelque chose d'énorme sur la zone euro, et puis derrière, on va essayer de renégocier. Et ce qu'il va vouloir, c'est revenir vis-à-vis des Américains avec des annonces, des choses comme ça. J'ai le sentiment que ça sera peut-être plus finalement quelque chose de ce type-là, mais il va vouloir obtenir des améliorations du déficit. Des termes, ouais. Et ça, après, ça passera forcément par... ça peut passer par des taxes ciblées, ça peut passer par des volontés de la part des Européens d'acheter, plus, on en parlait, plus d'armement, plus d'énergie, des choses où les Américains ont une valeur ajoutée. Ça peut être aussi des Européens qui s'engagent à développer une industrie de manière plus importante. Mais à la fin des fins, et sans être dans un pessimisme extrême, j'ai quand même l'impression que dans 4 ans ou 5 ans, je ne pense pas que la zone euro sera dans une meilleure situation économique que celle elle est aujourd'hui. Je pense que les États-Unis vont encore gagner des parts de marché, en particulier sur la zone euro, mais sur le reste du monde. Parce que finalement, ils ont une capacité qu'on n'ont pas les autres pays. Ce qui est très intéressant, c'est la Chine aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais la réaction chinoise, elle est plus que modérée. Et donc ça fait quand même des États-Unis une forme de puissance assez impressionnante aujourd'hui. Alors on a vu que le Canada avait vaillamment répondu rapidement, mais si demain il y a 25% de taxes sur les imports, alors les Américains ça les impactera, mais Trump a quand même fait une déclaration où il prépare le consommateur américain en leur disant il y aura un peu de douleur peut-être. Voilà, et donc je trouve ça assez intéressant, mais sur le fond du fond, je crois que Trump il va gagner quelques parts de marché, quelques éléments, mais je suis pas sûr qu'il va rentrer. Enfin, son vrai sujet, c'est la Chine, c'est pas le reste du monde, je pense. Bon. Sur la Chine, alors je sais pas, j'ai vu quelques chiffres passer que j'ai compilés. La Chine est beaucoup moins sensible au commerce avec les États-Unis qu'elle l'était il y a 10 ans, enfin une dizaine d'années quand Trump est arrivé. Est-ce que la logique de tarif a encore du sens de ce point de vue-là? Est-ce que la négo peut se faire, je sais pas, de manière différente? On a vu que tout de suite, dans les mesures possibles de rétorsion chinoise, il y avait la limitation des exportations des terres rares. Sujet sensible. Dans le même temps, Trump, quand il prépare le cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, tout de suite, il voit le potentiel de terres rares en Ukraine et voit que ce serait intéressant de sécuriser ce potentiel au profit des États-Unis. Est-ce que les voies d'échappement sont ailleurs, j'allais dire, que la simple logique tarifaire là? Oui, je pense. Et puis, quand on regarde Trump 1, en fait, beaucoup de gens disent qu'il y a eu très peu d'impact sur l'inflation des tarifs. En fait, c'est faux. Si on regarde vraiment la partie qui a été impactée par les tarifs, il y a eu un impact sur les prix. Le prix des machines à laver a monté. Par exemple. Je me souviens, il y a eu des taxes sur les machines à laver. En fait, il y a à peu près 80% des tarifs qui ont été payés par le consommateur final. Donc, si on commence à jouer avec 40% sur toutes les importations chinoises, ça va faire mal, ça va faire même très très mal. On sait que, alors à tort ou à raison, l'ensemble des politologues pensent que Biden a perdu en partie à cause de l'inflation et toutes les déclarations sur on va faire baisser le prix du pétrole, je pense, sont liées en partie à ça. C'est aussi des effets de manche, etc. Donc, oui, une guerre, enfin, pour revenir sur ce qu'on disait en début d'émission, une vraie guerre tarifaire, moi, il ne faut jamais dire jamais avec Trump, mais je pense que c'est probablement pas le sujet. Par contre, il y a un vrai sujet de technologie. On l'a vu avec DeepSeek, avec l'intelligence artificielle. Alors, ils disent qu'ils ont fait ça avec 3 bouts de scotch, etc. On verra. On a eu, entre parenthèses, exactement la même chose avec Huawei qui avait dit, il y a 2-3 ans, on a réussi à faire des puces avec de 5 nanomètres. Et en fait, on s'est aperçu un an ou deux après que... ils avaient utilisé beaucoup de ressources, que c'était pas viable, etc., etc. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont arrivés à un niveau où on les attendait pas du tout, beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite.
Et donc même s'ils ont mis des ressources un peu plus que ce qu'ils veulent bien nous dire, plus que 3 bouts de scotch, il y a quand même un vrai sujet de leadership technologique. Et ça, par contre, je pense que les États-Unis s'inquiètent sur ça. Ouais. Moi, j'ai trouvé l'argument, que je salue, Wilfried Galland, mon conseiller à Arbevel. Pour lui, sur l'Europe, il appelle ça, c'est la cathédrale normative européenne, la réglementation européenne sur la tech qui empêche, et pourtant les États-Unis sont exportateurs nets de services technologiques vis-à-vis de l'Europe, très largement, mais ça peut être un point de crispation pour Trump, qui imaginerait que cette réglementation empêche d'asseoir encore un peu plus la domination de la tech américaine sur le territoire européen, et que c'est plutôt là, sur cette bataille-là, en 2024-25, qui va vouloir porter le fer, quoi. Oui, ça, je pense que c'est pas impossible. Et puis il y a l'aspect défense aussi. Et l'aspect défense. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que déjà les Européens qui dépensaient beaucoup en défense mettaient la pression sur les Européens qui défendaient pas assez, en disant, écoutez, sinon on va être en conflit avec les États-Unis. Et je pense que sur ce domaine-là, il a été très très clair. Mais dépenser plus, ça veut dire en partie acheter un peu plus de matériel américain. On n'a pas encore une filière ou une défense européenne qui permettrait de subvenir à l'ensemble de nos besoins de ce point de vue-là. Alors, on a plusieurs problèmes. On a une filière qui est complètement saturée à cause de la guerre en Ukraine. Si on arrête la guerre demain matin, ça libère des espaces. Pas tellement, parce qu'il faut refaire les stocks. Donc de toute façon, on est quand même saturé, au taquet, saturé. Et puis on a aussi un énorme problème dans la défense européenne, c'est la disparité du matériel. C'est-à-dire que, alors je cite ça de mémoire, j'espère pas te dire de grosses âneries, mais vous avez 2 ou 3 avions de chasse aux États-Unis, il y en a plus d'une douzaine en Europe. Ah oui, d'accord. Sur les tanks, c'est pareil. Vous en avez un aux États-Unis, il y en a 6 ou 7 différents parce que il y a des pays qui produisent leurs tanks, il y en a qui vont acheter aux États-Unis, etc., etc. Donc il y a un vrai sujet d'homogénéisation, et ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc de toute façon, il y a une partie du budget défense qui partira effectivement en matériel et en matériel US. Cyriac, sur la fin de l'idée d'un cessez-le-feu ou d'une stabilisation, ou d'un gel du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ça peut vraiment... Est-ce que ça peut permettre d'enlever encore une partie de la prime de risque sur les actions européennes ? Hier, on me rappelait, c'est vrai que j'avais plus cette info en tête, autant il y a eu un ban, une interdiction sur le pétrole russe, même si il y a des voies un peu d'échappement qui restent évidemment non bouclées, mais sur le gaz russe, il n'y a pas eu d'interdiction. Alors le prix du gaz russe est beaucoup plus cher aujourd'hui, mais si le conflit cessait demain, s'arrêtait, se stabilisait, on peut imaginer quand même que le gaz russe pourrait retrouver un prix, alors l'antérieur j'en sais rien, mais un prix peut-être plus confortable pour la compétitivité européenne. Alors, sur ce point-là, moi j'ai une vision qui est un petit peu, pour le coup, contrariante. Je ne pense pas que ça change radicalement la donne, un accord sur l'Ukraine. Je pense que la prime ukrainienne sur les actions européennes... C'est normalisé. Alors, pas tout à fait, mais si demain il y a un accord, on parle peut-être d'un rebond qui serait peut-être de 2-3% sur les actions. Je ne pense pas du tout que ça va rallier de 10% parce qu'il y a un accord sur l'Ukraine. On est un peu, le marché en tout cas est passé à autre chose, et je ne pense pas du tout que ça soit un game changer. Sur le gaz et le pétrole russe, si demain il y avait un accord, certainement que les Russes négocieront pour avoir un accord à ce niveau-là. C'est une chose qui puisse réexporter, on va dire, de manière beaucoup plus simplement que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, même s'ils ont trouvé des parades. C'en est une autre, et j'ai du mal à le croire par rapport à la discussion qu'on avait précédemment, que les Américains acceptent que finalement on rouvre l'Europe vienne se servir dans le pétrole et le gaz russe. Exactement. Je pense que les Américains voient vraiment une part de marché. On a créé d'énormes sites pour utiliser le gaz liquéfié américain. Je pense que c'est un peu illusoire de croire qu'on réouvrirait les vannes. Alors les Allemands aimeraient beaucoup cette solution, les Hongrois encore plus, mais je ne suis pas sûr que finalement ça puisse se faire de manière aussi simple que ça. Voilà. Si l'Ukraine, demain il y avait un accord, ce serait positif, mais pas radicalement un changement radical. Sectoriellement, ça peut être quand même un événement pour les actions européennes. Court terme, ça peut quand même être difficile, on va dire, pour le secteur de la défense, clairement, européen. Ça va être... Et ça va être positif, on va dire, pour tout ce qui est la partie industrielle, infrastructure, matériel. Ça va être positif, on l'a vu hier sur les mouvements, CRH, très explosé US, a pris, c'est Saint-Gobain, donc tous ces secteurs. C'est du bâtiment, c'est ça. Rénovation, donc ça c'est des points importants. Et le secteur de la défense qui peut déréter, on va dire,
mais les besoins, comme ils ont été soulignés, de refaire des dépenses sur la dépense, sur la défense, ils sont colossaux. Donc ça, c'est les choses à avoir en tête. Donc un Rheinmetall peut-être plus exposé parce qu'à court terme, une munition, il va y avoir moins besoin. Est-ce qu'un Thales, un BAE System, c'est un sujet? Non, je ne pense pas. Ça peut être opportun, mais oui, il y a des arbitrages qui vont se faire à court terme. Voilà, ça peut redonner une tendance quand même positive pour les actions européennes, en tout cas j'espère. Après, pour la redistribution potentielle du gaz russe en Europe, je doute encore qu'il y ait des infrastructures qui soient viables avec l'ensemble de la guerre et de la façon dont elle a été faite. Mais bon, c'est pareil, je ne maîtrise pas, mais voilà, c'est des problématiques qu'il va falloir étudier. Bon. C'est vrai que si Trump apporte un cessez-le-feu pour ce conflit de haute intensité sur le territoire européen et qu'il voit les Européens se servir tout de suite en gaz russe et en pétrole russe, ça va pas lui plaire. Non, je rappelle que les États-Unis sont le premier exportateur mondial de gaz. Et il y a un petit sujet qui fâche pour les exportateurs de gaz, c'est qu'il y a énormément de capacités qui arrivent dans les 2-3 années qui viennent. Il y a en particulier des projets au Qatar, etc. L'offre de gaz va augmenter de 25%, grosso modo. Donc de toute façon, la pression est plutôt à la baisse sur les prix. Voilà. Donc vous n'avez pas envie qu'il y ait en plus des cargaisons de gaz russe qui arrivent sur le marché. Donc à voir. Mais je pense qu'effectivement, ça arrangerait pas mal d'Européens de pouvoir refaire ça. Parce qu'en fait, très simplement, si vous voulez déplacer du gaz, il y a deux méthodes. Soit vous faites un gazoduc, ça coûte très cher à construire, mais après c'est un tuyau, c'est très facile. Ça s'ouvre, ça se ferme. Voilà, ça c'est super simple. C'est l'histoire du gaz russe. Soit vous liquéfiez, c'est compliqué, ça coûte cher, vous mettez sur un bateau, il faut le déplacer, etc. etc. C'est beaucoup plus flexible, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc il n'y a pas photo. Comme disait Cyrec, on a créé beaucoup d'infrastructures très vite d'ailleurs. C'était une capacité de l'Europe à créer des terminaux gaziers très rapidement dans le contexte de 2022. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Stéphane Déo, Eleva Capital, Arnaud Morel, Promépar Asset Management, Cyriac Dayan, Sanso, Longchamp, IS. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous décryptons un cas d'investissement à travers le prisme de l'analyse fondamentale avec les équipes de Clartan Associés. Et c'est Guillaume Brisset qui est avec nous ce soir, associé gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes venu avec le cas Publicis. Pourquoi s'intéresse-t-on à Publicis ce mois-ci dans Smart Bourse avec vous Guillaume? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. C'était il y a 12 ans, en 2012. Je suis à une conférence investisseurs. Il y a Publicis qui se présente. C'est Maurice Lévy, la figure légendaire. Flamboyant Maurice Lévy, bien sûr. Flamboyant, mais assez exceptionnel. Et Maurice Lévy nous annonce que Publicis vient de signer un partenariat avec Facebook. Là, on est en 2012. Facebook, c'est encore tout nouveau. Ouais, ça fait 4-5 ans que ça existe ou que c'est dans les téléphones, quoi. Voilà. Et tout le monde se demande, mais Facebook, ça ne gagne pas d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? C'est encore petit. Enfin, on ne voit pas l'avenir de Facebook, quoi, concrètement. Et là, Maurice Lévy nous dit, mais vous embêtez pas. Facebook, ils vont trouver leur modèle, leur business model, et ils vont gagner de l'argent. Et 2 ans plus tard, Facebook, effectivement, publie un résultat de pratiquement 66 milliards de dollars pour l'année 2024. Et ça, c'est à l'image du groupe, c'est à l'image de Maurice Lévy, mais c'est à l'image du groupe Publicis, c'est-à-dire qu'ils ont été visionnaires. Alors, ils disent qu'ils ont eu de la chance, mais la chance, elle ne vient pas totalement par hasard. Ça, j'allais dire, c'est l'humilité de Maurice Lévy. Je ne sais pas si c'est ce qui caractérise, mais en tout cas, oui, il y a cette humilité dans la vision. Mais c'est très bien de commencer avec Maurice Lévy. On va parler du mandat d'Arthur Sadoun ces dernières années. Mais l'événement, c'est qu'Arthur Sadoun a publié des résultats exceptionnels il y a quelques jours, je crois, à peine, au titre de l'exercice 2024, qui amène Publicis comme numéro 1 mondial de la publicité dans le monde, dans toutes les dimensions du marché publicitaire. Comment cette position-là s'est construite, partant notamment des visions qu'a pu avoir Maurice Lévy à l'époque? Alors, juste quelques chiffres. 14 milliards de chiffre d'affaires, c'est clairement devant ses concurrents.
Mais c'est beaucoup plus rentable. C'est 3 milliards d'EBITDA et c'est 1 milliard 850 millions de résultats nets. Et là, ils sont nettement Sur devant. tous les ratios, les gains de nouveaux contrats, la rentabilité, le chiffre d'affaires, ils sont numéro 1. Là, ils plient la partie là. Ouais. Voilà, 18% de marge d'EBITDA. Voilà. Donc on arrive à ce niveau-là et ça fait 15 ans qu'ils ont la marge la plus élevée du secteur. Ouais. Comment ils arrivent là? Alors, comment ils arrivent là? Ils se sont transformés, en fait. Alors, il y a eu 2 acquisitions qui ont été décisives pour Publicis. La première, c'est Sapient, qui est en fait une boîte de technologie, de traitement de données. Spécialiste de l'expérience client et pour ça, du traitement de la donnée. Il l'acquiert en 2014, 3,7 milliards. Américain. Donc, ça peut paraître surprenant parce que nous, on a l'image de la boîte de pub de 99 francs ou de Mad Men, voilà, avec des créateurs fous. Voilà. Là, c'est de la donnée, c'est du traitement numérique, c'est du très sérieux. 2017 arrive Arthur Sadoun à la place de numéro 1. Et en 2019, deuxième acquisition décisive, Epsilon, là aussi une boîte américaine, pour 4 milliards, un peu plus de 4 milliards de dollars. À l'époque, tout le monde dit c'est de la folie. Et Arthur Sadoun va faillir perdre sa place parce qu'en 2019, les résultats ne sont pas là. Le conseil d'administration, évidemment, remet en cause la stratégie mise en œuvre par Arthur Sadoun, etc. Et dans les 5 dernières années, on a un accroissement du résultat net de Publicis de 71%, quand les autres sont restés en gros au plancher. Ouais. Voilà. Moi, je me souviens très bien de la vision de Maurice Lévy qui venait d'écrire à l'époque. Et c'était, il disait 50% digital, 50% Chine. Parce qu'on était aussi encore dans les grandes années où la Chine était vue, et avec raison, à l'époque, comme un marché d'avenir, de développement énorme. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la Chine aujourd'hui dans la résultat de Publicis, mais en tout cas, le digital, je sais que ça, oui, ça a marché, effectivement, et sans doute au-delà de ce qu'on imaginait peut-être à l'époque. Alors, juste un petit point qui est une anecdote, mais qui est pour moi très, très révélatrice. Maurice Lévy, il arrive dans les années 70 chez Publicis comme directeur informatique. Et en fait, sa formation, c'est vrai, oui. C'est l'université de New Jersey où il fait de l'informatique. Et donc c'est un type qui comprend la technologie. Ouais. Voilà. Même si il a l'âge qu'il a, mais quand il achète Sapient, il sait pourquoi il le fait. Ouais. Pourquoi il a choisi cette voie-là? Et comme vous le dites, Guillaume, à l'époque, ça avait rien d'évident. Une boîte de publicitaires, les grandes agences, Saatchi, etc. On a l'image, 99 francs, ça brainstorm beaucoup, etc. Et tout le monde était étonné de voir ces acquisitions dans le digital, qui étaient des boîtes de données, de data, etc. C'était quoi la logique de cette transformation, justement? Qu'est-ce qui sous-tendait cette vision? Il comprend. Et il comprend. Il y en a beaucoup qui le comprennent, mais lui, il le comprend plus en profondeur, je pense. Il va au bout de l'idée, parce que les concurrents ne l'ont pas fait. Il comprend que le monde se numérise à vitesse grand V et que les publicités qu'on voit dans la rue avec des panneaux 4x4 ou je ne sais pas combien, avec le produit de consommation qui va bien pour vous inciter à acheter, demain ce sera très obsolète assez rapidement. Et que si vous voulez faire du marketing, ce sera sur des écrans, que ce soit à la télé, mais surtout évidemment sur vos écrans d'ordinateur, vos téléphones portables et je ne sais quoi d'autre. Mais ça veut dire, c'est quoi Publicis aujourd'hui? C'est avant tout une boîte de données, c'est une boîte de data scientist, ou ça reste une boîte de pub? Alors, justement, ça c'est un point extrêmement important. Le cœur de tout ça, c'est la créativité depuis toujours et ça le reste. D'accord. Et Arthur Sadoun explique en fait pourquoi. Parce que quand vous êtes capable par un slogan de changer totalement la donne. Je vous prends l'exemple de Boursin, du pain, du vin, du Boursin. Ce slogan, il a plus de 40 ans, il a presque 50 ans. C'est resté dans la tête des consommateurs français. Ça, c'est de la créativité. Et alors après, vous déclinez et vous
démultiplier cette créativité par l'ajout du numérique. Donc c'est vraiment un alliage des deux. La créativité reste, mais vous avez autour tout un faisceau d'outils numériques qui vous permettent de l'exploiter au mieux. Ouais. Un mot quand même de l'environnement de marché. Arthur Sadoun s'est exprimé là-dessus, y compris à l'occasion de la publication des résultats. Visiblement, alors deux de leurs concurrents, donc il y a WPP, le britannique, et deux de leurs concurrents Interpublic, Omnicom, qui sont en train de se rapprocher de fusionner. Dès le départ, Arthur Sadoun a dit non seulement c'est pas un problème pour nous, mais c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est quoi le rationnel de cette posture, de cette position, quand on voit quand même, sur un marché qui se split entre, 4 acteurs, 5 acteurs, d'avoir ce phénomène de concentration où on passe de 4 à 3 acteurs, en quoi Publicis y voit une bonne nouvelle là ? Publicis, bon... D'abord, juste pour avoir des repères, Publicis, c'est 27 milliards de capitalisation aujourd'hui. Et Omnicom plus Interpublic, c'est 10 plus 17, donc vous arrivez à la même taille. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Je pense qu'ils vont mettre beaucoup de temps à s'intégrer. Et c'est pas ça qui va leur donner l'avantage concurrentiel qu'a Publicis aujourd'hui, c'est-à-dire Sapiens et Epsilon, qui continuent de progresser. C'est-à-dire que Epsilon continue à générer des données qui permettent de mieux connaître et d'identifier les consommateurs, tout comme Sapiens continue à faire grossir ses bases de données à lui. Et voilà, c'est pas parce qu'ils vont devenir plus gros que... Qui seront meilleurs. Qui seront meilleurs, et au contraire, ils vont perdre du temps à la fusion. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il dit que ça peut prendre 2-3 ans avant, effectivement, qu'ils soient vraiment d'équerre et prêts à repartir à l'offensive sur des nouveaux contrats, etc. etc. Oui. Ouais. Parce que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que Publicis a fait ses acquisitions dans le numérique, mais ils se sont transformés. C'est-à-dire qu'ils étaient une boîte en silo, grosso modo. Donc vous aviez les grandes agences de Publicis que sont... Voilà, Publicis, Saatchi, Léo Burnett et je ne sais quels autres. Et là, on a tout cassé et on a créé une énorme IA qui est au centre de tout, qui s'appelle Core IA, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et qui permet à tous les talents de Publicis de communiquer entre eux et d'optimiser surtout leur travail. Ils ont plateformisé l'entreprise, quoi. Voilà, ils ont plateformisé l'entreprise, ils ont rassemblé toutes les données. Alors par exemple, vous avez une énorme base de données avec tous les historiques de campagnes de pub qui ont été faites par Publicis et qui ont été collectées. Et ces campagnes de pub, elles ont été travaillées, justement grâce aux nouveaux outils numériques, pour savoir quelles ont été les plus efficaces vis-à-vis de quel consommateur, dans quelle géographie, à quel type de consommateur, quel âge, quel niveau socio-professionnel, etc. Voilà, tout ça est mis en commun. Et donc, en fait, Arthur Sadoun dit tous les collaborateurs de Publicis sont transformés en data scientists et data analystes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on leur donne une base de données qui leur donne accès à tout ça. Et donc, effectivement, ça rend les gens plus intelligents, comme ils disent en augmentés, oui, augmentés. On est augmentés. Voilà, parce qu'ils ont plus de connaissances, plus de données à leur disposition. Ouais. Et donc, ils ciblent mieux. Et puis, ils prennent des exemples comme ça, et ils expliquent, voilà, vous avez une campagne de pub, vous devez la monter, vous venez de remporter le contrat, vous devez constituer votre équipe. Donc vous allez, par exemple, avoir besoin d'une équipe pour faire un film, d'une équipe pour faire du texte digital très ciblé sur tel ou tel média. Et sur la plateforme, vous allez rassembler toutes les compétences dont vous avez besoin. Vous allez voir qui est disponible. L'équipe sur mesure. L'équipe sur mesure. Incroyable. Qui peut, parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Vous n'allez pas prendre bien sûr. Concurrent. Incroyable. Qui est disponible. Et voilà. Et donc, ça donne une réactivité. Ah oui, une fluidité des choses. Ah voilà, oui, qui est très importante pour l'annonceur. Il nous reste 30 secondes. J'ai connu un moment où Publicis était considéré comme un cas value. Alors, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire du titre et des perspectives qu'on peut avoir ? Rapidement, Guillaume. Alors, le titre, sans donner le vertige, il a pris 165% depuis 5 ans, là. Donc, c'est beaucoup, mais il partait d'un niveau ridiculement bas, encore une fois, parce qu'en 2019, il était au tapis, on considérait que c'était mort. Et aujourd'hui, c'est une boîte de croissance, c'est une boîte IT, c'est une boîte américaine en plus, parce que 60% du chiffre d'affaires, c'est aux États-Unis. Le groupe a annoncé, là, pour l'année 2025,
4 à 5% de croissance top-line organique. Donc il y aura des petites acquisitions qui vont compléter ça. Et en général, voilà, ils font mieux que la guidance. Donc, et tout ça à un prix raisonnable, parce que c'est de la croissance, mais vous la payez que 15 fois aujourd'hui. Ah oui. Oui. Donc c'est pas, c'est pas la croissance des Max 7, c'est pas le prix qu'on paye pour la croissance des Max 7. Exactement. Merci beaucoup Guillaume, merci pour ce cas Publicis passionnant avec l'histoire de Publicis à travers Maurice Lévy et aujourd'hui bien sûr Arthur Sadoun. Guillaume Brisset, associé gérant chez Clartan, associé avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.